messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, chers collègues, chers invités, la marche historique de près de 4 millions de personnes et d'une cinquantaine de chefs d'État le 11 janvier à Paris pour commémorer, pour rendre hommage aux 17 victimes de l'attaque de Charlie Hebdo et du marché ou supermarché Cacher de Porte de Vincennes a été un moment important, en tout cas dans l'histoire de relations internationales, un moment important de communion, une communion à la fois transnationale et une communion transculturelle, où des gens se sont mis ensemble pour s'indigner. S'indigner contre la barbarie que nous avons tous vue. Nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé à Paris il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, l'attaque de Charlie Hebdo, comme vous le savez, n'est pas seulement une attaque contre une institution, mais ça a été une attaque contre deux valeurs sacrées de démocratie, qui sont le respect de la vie et la liberté d'expression. À Paris, les Congolais étaient présents. À Kinshasa, comme dans les provinces de notre pays, les Congolais étaient en résonance avec le peuple français, qui est un peuple ami. On était de cœur avec eux, en partageant le même rêve, que ces rêves de plus jamais ça. Mais ces rêves que nous avons partagés avec nos frères français, et le monde entier d'ailleurs, n'a pas vraiment duré pour les Congolais, parce qu'à peine 10 jours après, soit le 19 janvier de cette année, le 20 et le 21, un déluge de violence meurtrière s'est abattu sur la population congolaise. Le bilan, vous le savez, il est très lourd. C'est 40 morts, c'est une centaine de blessés, dont des blessés très très graves. C'est des prisonniers, on estime à plus de 300 prisonniers. Ce sont des personnes enlevées, disparues. Et donc, c'est un très lourd bilan. Par rapport à ce bilan, et par rapport à la mobilisation française, la mobilisation mondiale autour de Paris, ce qui est frappant pour le Congo, c'est qu'il y a un mutisme total, un mutisme complice des dirigeants congolais. Au jour d'aujourd'hui, aucun dirigeant ne s'est levé pour s'indigner, pour dénoncer, pour s'excuser, pour présenter des excuses. Il n'y a rien de tout cela. Et cette indifférence coupable rend encore davantage plus vibrant, donne encore beaucoup plus de lumière à l'appel solennel, très responsable de Monseigneur Monsengo, le cardinal Monsengo, qui a été la seule autorité, et ici l'autorité morale, la seule autorité à se lever pour s'indigner et pour demander, en fin de compte, aux dirigeants qui sont censés protéger la population, d'arrêter de tuer leur peuple. Mesdames et messieurs, c'est inconcevable. Mais avant d'aller plus loin, je vous demanderai de nous lever, nous, pour exprimer cette indignation et de garder une minute de silence pour ces personnes qui sont mortes dans cette tragédie. Merci. Mesdames et messieurs, comme je le disais, ces femmes, ces hommes, ces jeunes, beaucoup d'étudiants et même de bébés ont été tués à Kinshasa pendant ces 3 jours,
fusillés à bout portant par la police et par la garde républicaine, la garde prétorienne, la garde présidentielle. Leur seul péché a été de marcher pour réclamer le retrait d'une loi anticonstitutionnelle et truquée qui prétendait et qui prétend toujours organiser les élections générales de 2016, donc de 2015 à 2016. Donc, comme à Paris, c'est la vie, le respect de la vie, c'est le respect de la liberté d'expression qui a été piétiné, qui a été écrasé. Mais à la différence de Paris, ici, à Kinshasa, dans les provinces du Congo, les terroristes et les assassins ne sont pas des jeunes marginaux, hein, fanatiques, peut-être des idéologies obscures, mais ce sont les dirigeants du pays, ceux qui sont censés veiller au respect des prescrits de la Constitution et protéger la population. En résumé, cela va de soi, c'est un crime d'État. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime intolérable, c'est un crime inacceptable. Il est d'autant plus inacceptable que ce crime constitue une récidive, en fin de compte. Vous vous souviendrez qu'en 2007, il y a eu massacre de la communauté Bundu Dia Congo. Une centaine de personnes ont été tuées, sans enquête, sans suivi, sans excuse, comme dans la situation actuelle. En 2010, notre compatriote Armand Toumoulou a été tué à Kinshasa dans des conditions similaires. En 2010, toujours, Floribert Chebeya a été tué et son collègue Bazana a disparu depuis, sans suite. En 2013, il y a eu ce massacre organisé des adeptes du pasteur Mupungubila à Kinshasa. Et en 2014, nous avons tous assisté à ce qu'on a appelé l'opération Kofi, dont le but était de traquer des jeunes désœuvrés, parmi eux peut-être certains délinquants, qu'on appelle Kuluna, qui ont été massacrés. Et nous, on se pose des questions. Est-ce que c'est une manière de faire? Est-ce que l'État peut tuer même des désœuvrés? Il y a un respect de la vie, il y a des institutions, il y a la justice. S'il y a des brigands parmi les Kuluna, on devrait les traduire en justice, et il y a les procédures judiciaires qu'on connaît. Donc ce crime est très grave parce qu'il s'inscrit dans toute une chaîne, un chapelet d'autres crimes. Et je pense que nous ici, et c'est là le point de vue de Dynamique Congo, nous ne pouvons pas laisser passer ce crime. Donc tout en compatissant la douleur des familles endeuillées, ce que nous réclamons à Dynamique Congo, ce que nous allons continuer à réclamer et suivre, c'est le devoir de justice. C'est le devoir de justice qui va se traduire par deux choses. La première, c'est une enquête indépendante que nous demandons, organisée par des organisations internationales, des organisations nationales. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons et nous encourageons les organisations de défense des droits de l'homme congolaises d'entamer ce travail avant que les preuves ne disparaissent. Nous nous félicitons de voir que la MONUSCO fait déjà une enquête dans ce sens-là, mais l'enquête de la MONUSCO devra être complétée par une enquête, plusieurs enquêtes de Congolais, de nos organisations, de nos partis politiques, de la société civile et même de tous citoyens responsables. Il faudrait donc que ces enquêtes arrivent à jeter la lumière sur les auteurs de ces crimes et dégager en tout cas les responsabilités de chacun en allant des commanditaires jusqu'aux exécutants. La deuxième chose qu'il sera nécessaire à faire ensemble, parce que ce n'est pas seulement la tâche de Dynamique Congo, mais c'est notre tâche, tous comme citoyens congolais et aussi comme citoyens du monde, c'est d'arriver, après ces enquêtes, à traîner ces responsables devant
la justice. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir qu'il y ait une Cour pénale internationale qui fonctionne de manière encore débutante, mais il faut donner à cette Cour de la matière. Et les Congolais doivent s'élever, s'organiser pour que leurs enfants, leurs familles ne disparaissent pas comme ça. Il y a la Cour pénale internationale et nous devons saisir cette Cour pour se créer. Et d'ailleurs, depuis la jurisprudence de la mise à l'accusation et de la comparution le 8 octobre dernier à la CPI, nous pouvons nous réjouir de constater que plus jamais, même un président en exercice ne peut se plaider, se barricader derrière la prétendue immunité liée à sa fonction pour commettre des crimes et pour ne pas répondre de ses responsabilités. Donc, mesdames et messieurs, tout en respectant la présomption d'innocence, Dynamique Congo invite tous les Congolais, invite tous les citoyens du monde à s'interroger sur ces événements, à ces sujets, mais aussi à observer de manière particulière certains comportements troublants de nombreuses autorités congolaises. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, parce que dans les dossiers de presse que nous avons donnés, il y a tous les détails, mais on peut quand même s'étonner que quelqu'un qui est supposé être président de la République, c'est-à-dire Joseph Kabila, pour l'appeler ainsi, n'ait même pas adressé un seul mot de condoléances au peuple congolais à cette circonstance. C'est très dur, ça. Il faut aller plus loin que l'étonnement. C'est révoltant, cette situation. Et pour montrer sa bassesse, en fin de compte, sa stupidité, son manque d'élévation, ce côté infantile qu'on retrouve chez certains dirigeants, j'ai appris que depuis des jours, il est en Guinée équatoriale. C'est vrai. Nous avons une équipe nationale qui joue là-bas et qui a fait du bon résultat. On ne peut qu'en être content. Mais est-ce que c'était sa place d'aller, non pas se réjouir, mais récupérer, instrumentaliser les efforts de l'équipe nationale, qui joue dans des conditions déjà très très difficiles qu'on connaît, s'afficher et non pas être à côté des familles endeuillées, être à côté des malades qui sont encore dans les hôpitaux? Est-ce que c'est là la place d'un président de la République? Est-ce que c'est là la place des ministres? Parce qu'il est là-bas avec une forte délégation, avec le ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous montrer le niveau de nos dirigeants, de leur stupidité et de leur incompétence. Mais il n'y a pas que Joseph Kabila. Nous avons un Premier ministre, chef de gouvernement, en la personne de M. Augustin Matata. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu dire un mot sur ce qui s'est passé. Pas même pour consoler ceux qui sont morts, les familles. Mais ce type, il est toujours, comment on peut dire ça, très habile et très enthousiaste quand il s'agit de nous bombarder en termes de propagande, de performances, de ses réussites macroéconomiques, etc., de sa politique macroéconomique. D'ailleurs, une politique macroéconomique dont on n'a jamais vu les résultats dans les assiettes des Congolais, en tout cas dans l'écrasante majorité des assiettes des Congolais. Mais quand il s'agit de parler de ce qui est important de la vie des citoyens congolais, l'homme c'était. Le seul bilan à son actif aujourd'hui, c'est d'avoir été sur le terrain 4 jours après, soit le 23 et le 24, pour constater les dégâts. Il en est de même d'Évariste Bochab, le ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs, lui, le cerveau de toute cette affaire. L'auteur moral, intellectuel et moral de ces crimes, en fait, de compte. Parce que c'est lui qui pense tout ce qu'il y a comme stratagème dans cette situation. Le ministre de la Communication l'a demandé, la manière dont il a
traiter cette question est inacceptable. Le mépris qu'il a manifesté envers les morts est inacceptable. Et à côté de ces mépris, toutes les contradictions contenues dans son discours devraient nous amener à les confondre un jour devant la justice. Et le plus tôt serait le président Obemina, le président de l'Assemblée nationale. Peut-être que je n'ai suivi que quelques extraits de ce discours, mais je n'ai vu ce président présenter des excuses nulle part. Tout ce qu'il a fait dans le cadre de la nationale, c'est du baratin, vous racontez du n'importe quoi, alors que lui, comme représentant direct du peuple, c'est comme ça qu'il s'appelle, le député, il devrait être avec le peuple congolais. Et l'irresponsabilité qui a présidé au dépôt de la loi électorale par l'Assemblée nationale est à la base de tout ce que nous avons connu comme manifestation et comme... Mesdames et messieurs, il en est de même du président du Sénat, Léo Dodo, qui n'a rien dit non plus, à part la gestion quand même positive du dossier, mais il devrait, comme président du Sénat, c'est-à-dire comme deuxième personnalité constitutionnelle de notre pays, ne fût-ce que s'indigner sur ce qui s'est passé. Même lui, avec toute l'expérience qu'il peut avoir en politique et en gestion, il n'a pas fait ce condamnable. Je ne vais pas parler ici de tous les militaires, mais il y a des responsables dans la chaîne de commandement des militaires. N'oublions pas que le général Charles Bisengimana est le patron de la police nationale qui a tiré sur les gens. Et le rôle de la police est de protéger la population et non pas de fusiller. Et donc il devra un jour répondre de cela en tant que responsable. Il en est de même, et pire encore, du général Célestin Kanyama, qui est le commandant de la ville de Kinshasa, et dont on sait, malgré la présomption d'innocence, qu'il y a quand même des éléments qui pèsent en sa défaveur dans cette situation. Le général Banzé, le responsable de la garde présidentielle, est le responsable direct de ceux qui ont tiré sur la population. N'oublions pas M. Kalev Mouton, le responsable de l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, qui a enlevé les gens et qui a agi en amont et en aval de ce massacre. Mesdames et messieurs, pour conclure ce premier point qui concerne notre indignation, à côté du fait que nous réclamons et nous allons travailler pour qu'il y ait ces enquêtes et que justice soit rendue sous d'autres cieux, dans d'autres pays, ce comportement aurait valu tout simplement une démission collective du gouvernement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le président américain, Obama, ou le président français être dans la même situation et aujourd'hui être encore au pouvoir? Ce n'est pas possible. Il en est de même en Belgique, il en est de même partout. Donc, le bon sens, le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, le sens même de l'histoire devrait les amener à démission. Hier, je regardais la télévision. Je ne vais pas dire qu'en fait, on commémore les 20 ans de la fête du tout, pendant cette période ici. Mais je me souviens qu'à un certain moment, du tout a failli échapper à ces vigiles. Puis on l'a rattrapé 3 heures, 4 heures après. Mais cela a obligé 2 ministres belges à démissionner. Le même jour, dans la même soirée, pas le lendemain. Il s'agissait de Vandelanotte, si j'ai bonne mémoire, et de Declercq. Mais au Congo, rien. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est aller regarder les matchs de football et bien sûr, boire et s'amuser. Je vais même terminer en illustrant l'affaire américaine. En 1972, vous vous souvenez,
de l'affaire qu'on appelle l'affaire Watergate aux États-Unis, qui était une banale situation de cambriolage qui a tourné à l'espionnage des bureaux du Parti démocrate par des gens qui étaient autour du président américain de l'époque, Richard Nixon. Seulement sur base de cette situation, les institutions du pays, le Congrès, mais surtout les journalistes, c'est toute la responsabilité des journalistes dans la démocratie, parce qu'ils sont le quatrième pouvoir, et d'ailleurs, on ne peut plus appeler ça quatrième pouvoir, ça devrait être maintenant le deuxième pouvoir. Les journalistes et les organisations de la société civile ont traîné, en tout cas Richard Nixon, devant sa conscience, devant sa morale et devant l'opinion publique, et c'est là, 2 ans après, l'a amené à démissionner. Le président des États-Unis, juste pour un cambriolage et pour une affaire d'espionnage. Mais ici, nous sommes dans une affaire d'assassinat de peuple, de population. Donc, la conclusion de cette partie, parce qu'il y en a 3, je vais rapidement, il ne faut plus que nous acceptions l'impunité. Et nous, citoyens, nous, organisations politiques, nous devons nous mettre ensemble, nous rassembler pour travailler sur ça et que justice soit. Alors, puisqu'il faut attendre la justice, et que la justice prend parfois son temps, il faut que la justice prenne son temps, il y a quand même des urgences qu'il faut pour notre pays, parce qu'on ne va pas l'attendre qu'il continue à sombrer comme il sombre maintenant. Il est nécessaire que les forces de l'alternance, les forces de la société civile et de l'opposition s'organisent davantage pour réclamer et obliger l'urgence d'un dialogue national. Un dialogue national entre la majorité au pouvoir, mais n'est pas séparé, c'est un débit, mais c'est le pragmatisme, notre réalisme qui nous y amène, l'opposition, la société civile et les forces de la diaspora. Les forces de la diaspora, parce qu'il faut le souligner, nous contribuons davantage, je veux dire financièrement, à la survie de notre pays, mieux que la coopération. Et ça là nous donne une autorité morale, une autorité réelle sur ce qui se passe dans notre pays. Non seulement nous en sommes des citoyens, mais nous sommes des citoyens très contribuables. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes présents dans les écoles tous les jours, nous sommes présents dans les hôpitaux du Congo tous les jours, nous sommes présents même dans les tombes du Congo, en accompagnant notre population. Pour ce qui concerne le dialogue national, nous félicitons d'abord l'appel du 22 janvier du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a appelé à ce dialogue entre les différents protagonistes politiques au Congo, de la situation politique, et qui a placé ce dialogue sous les auspices de M. Martin Kobler, qui est le responsable, le chef de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Donc, ce dialogue s'inscrit dans l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération d'Addis Abeba du 24 février 2013. Donc, ce n'est pas un dialogue à aller, je ne sais pas, négocier, s'agenouiller devant Kabila pour que ça ait lieu. Ça a été signé, c'est un accord d'État et il faut qu'on y passe. Nous aurions souhaité, et nous avons proposé, nous proposerons encore davantage à la MONUSCO, en fonction de sa discrétion et de sa responsabilité, de voir dans quelle mesure, si possible, associer d'autres organisations dont la compétence dans le domaine de facilitation des dialogues sont reconnues, comme la communauté de Santé du Djou, comme le centre Carter, comme il y a des organisations en Afrique du Sud, mais ça, c'est de la responsabilité de la MONUSCO. Alors, pour Dynamique Congo, quel est l'agenda que nous proposons pour ces dialogues? La première chose, c'est qu'il faudrait qu'on se concentre de manière intensive sur la crise actuelle. Donc, il faut que ces dialogues nous permettent de sortir de cette crise actuelle. Et en cela, de manière pragmatique, de manière concrète, nous avons 10 propositions. La première proposition est que ce dialogue
devra permettre de redéfinir de nouvelles règles de jeu. C'est-à-dire, en termes concrets, cette loi électorale, nous ne la reconnaissons pas. Nous demandons l'abrogation de cette loi et le peuple en dialogue, comme le peuple est en conférence nationale, devra repenser une nouvelle loi électorale. Donc vous avez bien compris que nous soulignons que nous ne reconnaissons pas la loi qui a été adoptée le 24 janvier, qui vient d'être promulguée par notre soi-disant président de la République. Nous demandons tout simplement que cette loi soit simplement et purement abrogée. Nous demandons qu'elle soit abrogée parce qu'elle est anticonstitutionnelle, elle est antidémocratique, et en plus elle est très illogique. J'en donne 4 points qui peuvent expliquer cet illogisme. Et que cette loi, en plus de l'article 8 qui était problématique et qui a causé tous les dégâts que nous avons connus dans notre pays, il y a d'autres articles qui posent problème. Il y a par exemple une disposition qui a amené les législateurs à hausser de manière exagérée la caution électorale. C'est inacceptable. Notre pays est un des plus pauvres du monde. Je vais dire en termes de production et de la redistribution des richesses. Mais, en dehors du Sénégal, nous sommes le deuxième pays en Afrique en termes de caution électorale. Je peux illustrer ça en disant que le Sénégal, je pense qu'ils sont plutôt à 116 000 dollars. Le Congo est le deuxième. 108 000 dollars. Ouais, il est le deuxième. On peut s'étonner qu'à côté de chez nous, le Congo-Brazzaville est à 8 600. Quel écart! Il n'y a que le petit fleuve, pour ne pas lier les autres grands fleuves. Mais il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Ouais. Deuxièmement, le Gabon est à 8 600. Pour ne parler que de notre environnement direct géographique. La République centrafricaine est à 8 600. Les pays comme le Burundi sont à 9 600. Le Ghana, qui est une démocratie montante aujourd'hui au Congo, et qui sur le plan économique fait des performances énormes, le Ghana c'est 2600 dollars. Il y a même un pays comme la Gambie, qui n'est pas un petit pays, où la caution est à 333 dollars. Donc je ne comprends pas pourquoi au Congo ça devrait être 100 et 8 000 dollars. C'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. Dans cette loi, il y a la suppression de la parité homme-femme qui est consacrée par la Constitution. Donc il faudrait qu'on y revienne. La loi exige aussi de manière exagérée des diplômes. Que les gens soient surdiplômés, hyperdiplômés, etc. pour exercer des fonctions. Fondamentalement, c'est anticonstitutionnel et antidémocratique. Parce que tous les citoyens d'un pays sont égaux devant la loi et peuvent appliquer des mandats. Dans ces pays, même vous pouvez être analphabète et devenir Premier ministre. Vous pouvez l'être. Aux États-Unis, vous pouvez l'être. Parce que vous êtes égaux devant la loi. Sur base de quoi tous on doit être diplômé de je ne sais quelle université et avoir 10 doctorats. Ce n'est pas acceptable. C'est une maladie congolaise. De penser qu'à partir du moment où on a 4 doctorats, on est plus important que les autres. Mais si notre pays ne dépendait que des doctorats pour qu'on soit un pays développé, on serait le plus développé. Parce que tous ceux qui sont au pouvoir là ont 10 diplômes, etc. Mais ils sont plus nuls, ils sont nuls. Il y a aussi une persistance d'articles qui se réfèrent encore au recensement comme préalable aux élections. Il y a à peu près 6 articles que vous trouverez dans le texte. Donc, sur base de ces éléments et d'autres éléments, il faut tout simplement que nous nous battions une fois de plus pour que cette loi ne passe pas, qu'elle soit approchée. Deuxième point que nous proposons pour cet dialogue national, c'est le renouvellement de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas acceptable parce que c'est une machine du pouvoir. Et nous voulons, et nous le soulignons de manière très très ferme, il nous faut un président plus crédible à la CENI et donc de manière claire, M. Labe Malobalou devrait partir. Il n'a pas la crédibilité du peuple, il n'a pas notre crédibilité,
Nous l'avons déjà dit il y a plusieurs années, nous le redisons. Et s'il est là, parce que comme il l'a dit, seulement grâce à son évêque, parce que la conférence épiscopale congolaise du Curéba avait demandé son départ, mais c'est son évêque qui l'a maintenu, il faudra que les organisations congolaises, nous nous organisions collectivement pour demander à cet évêque d'être en phase avec notre volonté. Alors la troisième chose que nous demandons, c'est l'élaboration d'un calendrier global, inclusif et consensuel pour l'organisation des élections. Ça va de soi de tous les cycles électoraux. La quatrième chose est que bien évidemment, une fois que tout cela sera fait, il faut de nouveaux acteurs dans lesquels nous avons confiance, qui peuvent guider, gérer la feuille de route qui va être mise sur pied. Donc il faut un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale avec de nouveaux responsables, pas avec les criminels qui ont tué notre peuple, et pas avec les tricheurs. La cinquième chose que nous demandons, c'est la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes qui ont été emprisonnées pendant ces manifestations. Il faut les libérer. Il y a leur nom de certaines figures de proue, mais il y a tous ces anonymes qu'on ne connaît pas, qui doivent être libérés. Il faudrait aussi que notre pays indemnise les familles qui ont été endeuillées. Et on devrait aller plus loin. La justice devrait demander à ce que les coupables les indemnisent. C'est-à-dire que le pays devrait le faire comme un État, mais demander à ce que les coupables payent à l'État ce qui aura été dépensé. C'est important, il faut que nous intégrions de plus en plus cela dans nos têtes pour nous permettre d'agir. La sixième chose que nous demandons, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Vous savez, nos prisons sont pleines de prisonniers politiques depuis très très longtemps. Je ne peux parler ici que de quelques noms qui me viennent à l'esprit. Des gens comme Diomi continuent à croupir à Makala. Ewanga a été mis en prison là-bas. Celui de Skobé, Mouyambo, il est en prison. Et Kampou est toujours en prison. Yangambi, ils sont toujours en prison, etc. Il y a, dans notre dossier de presse, il y a tous les noms de prisonniers politiques que nous demandons comme préalable leur libération. La septième chose que nous demandons, c'est la libération de 43 personnes qui ont été injustement emprisonnées au motif d'assassinat sur notre feu président Laurent Désiré Kabila. Ces personnes, qui sont 43, croupissent à Makala depuis 14 ans maintenant. Cela est anormal. Alors que nous savions que, on le sait très bien aujourd'hui, que l'assassinat du président Kabila, Laurent Désiré Kabila, a été un crime international. Il y a des acteurs extérieurs qui l'ont d'ailleurs proclamé. Il y a des vidéos qui existaient dans ce sens-là, ils l'ont dit, hein, qui devraient l'éliminer. Il y a des acteurs intérieurs du pays. Et on peut se demander pourquoi les 43 personnes sont en prison, alors que les vrais coupables, les vrais commanditaires, ont même proclamé à la télévision qu'ils étaient à la base de cet assassinat. Et en fin de compte, qui a profité des crimes? Est-ce que les crimes ont profité à ces 43 personnes? On peut se poser des questions sur celui qui se considère comme être le fils de Laurent Désiré Kabila et son héritier, à la fois politique et héritier autre chose, soit le meilleur copain de ceux qui ont tué son père hier, qui l'ont proclamé. Il y a quand même des questionnements que cela suscite. Alors, huitième point, ce que nous demandons, c'est de suspendre carrément l'organisation de ces recensements généraux. Il faut les suspendre parce que c'est un travail important pour le pays, très important, que nous ne pouvons pas prendre les risques de les confier à de mains irresponsables, incompétentes et irresponsables. Ça serait un crime de notre part de le faire. Et puis, deuxièmement, ça risque d'être un trou financier terrible pour le pays. Donc, des gens qui savent qu'ils vont partir bientôt, ils vont être tentés d'affecter
presque toutes les ressources du pays pour ces soi-disant recensements, bâcler ces recensements et détourner les millions et les millions qui sont déjà prévus pour ces recensements. Donc il faut arrêter cette machine de recensement et attendre que ces recensements se fassent de manière correcte avec des dirigeants élus après 2016. Mesdames et messieurs, la 9e chose que nous demandons, mais à laquelle nous devons être tous attentifs, c'est de prévenir et de sanctionner pour haute trahison et pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, des potentiels troubles qui vont éventuellement être orchestrés dans une stratégie de politique brûlée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Une fois que de manière désespérée, ils vont épuiser toutes leurs cartouches de stratagèmes pour se maintenir au pouvoir, tout ce qui leur restera tel qu'on les connaît, c'est de mettre le pays à feu et à sang. Nous devons nous attendre à ça et nous devons prévenir ça. Nous devons dire que si c'est là, s'il ose faire ça, on ne va pas attendre qu'il le fasse, nous traduirons ces gens en justice. Et deuxièmement, le gouvernement de transition qui sera mis sur pied devra se doter des moyens pour réprimer toute tentative dans ce sens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est très possible qu'assez rapidement, ces gens réactivent les milices qu'ils ont partout, dans les provinces orientales de notre pays. Vous savez, les Bakata, Katanga, tout ça, ils ont des collisions avec le régime de Kabila. Donc, toutes ces milices vont être réactivées pour créer le tout et empêcher, en fin de compte, notre pays à aller vers là. Donc, nous sommes là dans l'après-Kabila, mais nous ne devons pas crier victoire trop vite sur les événements. Parce que, comme le disait Winston Churchill, en parlant d'Hitler, que le monstre n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas la partie sans un dernier ballot de déshonneur. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout de suite. Et donc, nous interpellons à la fois la population congolaise, les partis d'opposition, la diaspora, de ne pas crier victoire trop vite, et continuer à rester vigilants, et nous devons tous rester combatifs. Le combat doit continuer. Ce dont nous sommes sûrs chez Dynamique Congo, c'est que le changement est pour bientôt. Mais pour ça, nous devons continuer à nous battre. Et donc, le but, notre but en tout cas, c'est la victoire. La victoire, comme disait Winston Churchill, à tout prix. Aussi longue et difficile que sera la route, nous devons vaincre. Et pour cela, il nous faut nous unir, il faut que nous travaillions ensemble, et si nous travaillons ensemble, nous y arriverons. Je vais respecter le modérateur, et surtout vous respectez vous, parce que les conférences de presse n'est pas une occasion pour faire des discours, mais c'est la situation catastrophique, et la situation d'indignation de notre peuple qui nous permet et qui nous demande, qui nous oblige d'insister sur les aspects sur lesquels nous avons insisté. Donc, je vais conclure ces mots et vous laisser la parole par une interpellation. Par une interpellation sur l'après-Kabila. Parce qu'à partir du moment où les forces de la liberté vont triompher de forces de la servitude, bien évidemment, nous espérons tous qu'en fin de compte, notre peuple pourra se nourrir, se faire soigner, se loger, vivre dans la dignité. Mais un homme et femme réalistes, en organisation pragmatique, nous pensons qu'il faut garder une certaine honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle nous invite tous à une certaine autocritique. Une autocritique profonde. Parce que, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, l'expérience tragique que nous connaissons depuis 14 ans, avec ce régime de Joseph Kabila, un Joseph Kabila
dont des forces obscures nous ont imposé il y a 14 ans. Vous l'avez vu quand il devenait tout petit, tout timide, etc. Aujourd'hui, 14 ans après, c'est devenu un monstre sanguinaire, impitoyable. Donc on peut se poser des questions, comment on allait arriver là? Si nous ne nous posons pas ces questions-là, la probabilité que nous reproduisions notre monstre est très élevée. Elle est très très élevée. Il y a certes des responsabilités extérieures dans notre situation. Mais ces responsabilités, c'est vrai, nous devons y travailler. Nous n'avons pas pris à 100% sur ces responsabilités, mais nous devons y travailler. Mais il y a beaucoup, il y a surtout aussi des responsabilités internes, de nous-mêmes comme collectivité. Est-ce que notre collectivité facile n'est pas à la base de la création de monstres que nous avons créés, qui existent chez nous? Est-ce que les égoïsmes collectifs que nous manifestons souvent ne sont-ils pas à la base de ça aussi? Est-ce qu'en fin de compte, nous parler en termes spirituels de la pénurie d'amour du prochain que nous manifestons dans des situations aussi simples ne sont pas à la base de cette situation? Parce que la crainte que nous devons avoir, et là je vais vers la fin, c'est que ce que nous avons reproché à Mobutu hier, que demain nous reproduisions ce que nous avons reproché à Mobutu hier, et que nous reprochons aujourd'hui à Kabila. Parce qu'on faisait le même discours sur Mobutu, mais nous n'avons pas tiré des leçons. Celui qui est venu après a fait pire que Mobutu. Pire que Mobutu. Posons-nous une question sur la répartition des richesses du pays. Regardons de manière concrète que gagne un député chez nous. Les députés, les élus directs du peuple, se sont octroyés demain un salaire de 13 000 $. 13 000 $ pour des députés, pour un député. Alors que nous savons qu'un médecin gagne 90 $. Un enseignant gagne 45 $. Un soldat qui est au front pour nous protéger gagne 45 $. Il vit avec 45 $. Un ancien combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné toute sa vie pour l'honneur du pays, gagne 3 $. 3. Et pire encore, la veuve d'un soldat gagne 0,8 $. 700 francs congolais. C'est le salaire de la veuve. Quelqu'un qui est mort sur le champ de l'honneur pour notre pays, pour notre sécurité, n'a même pas $1. Mais les députés qui étaient élus pour représenter ce peuple gagnent 13 000 $. Est-ce que cela est acceptable? Est-ce que cela est acceptable? On peut passer sous silence, on peut fermer les yeux sur les 400 000 $ du salaire de Joseph Kabila, le salaire mensuel qui est 10 fois le salaire de Barack Obama. On peut passer sous silence les 50 000 $ à la fois du salaire mensuel du Premier ministre, 50 000 $ pour le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est le salaire, c'est un peu plus que le salaire du président français. Ouais. Même si nous fermons les yeux sur ces injustices-là, est-ce que nous pouvons accepter que des députés, des élus du peuple, aient un écart de salaire comme ça, inacceptable par rapport à notre constitution? Et puis, je m'arrête là. Dans ces députés-là, il y a des opposants, ceux qui se disent opposants. Mais ils s'opposent à quoi? Il y a des gens qui sont opposants, leaders d'opposition, qui siègent au Parlement et donc qui bénéficient de ces salaires et qui crachent comme ça sur l'ancien combattant ou la veuve d'un ancien combattant. Donc, en fin de compte, en conclusion, la révolution que nous prenons n'est pas de décapiter l'individu Kabila. Ça ne nous avance pas à grand-chose. Il faut laisser à la justice rendre justice, que ce soit lui, que ce soit d'autres personnes. C'est un justiciable comme tout le monde. Mais ce que nous devons faire, c'est de décapiter le kabylisme. Ce système prédateur, ce système égoïste qui fait que notre population est popularisée. Et là, le kabylisme n'est pas seulement nourri par l'individu Kabila. Le kabylisme est nourri par toute sa cour, bien évidemment, mais il est porté aussi par
des partis d'opposition et les opposants qui doivent aussi se remettre en question. Donc, en fin de compte, l'enjeu du dialogue que nous prenons et tous les combats que nous prenons, c'est davantage l'alternative que l'alternance, le changement profond que tout simplement au-dedans des lampes que je vais mettre. Dynamique Congo demande à ce que tout le monde balaye devant sa porte, et c'est ainsi qu'on peut arriver à un changement réel que nous appelons de tous nos voeux et pour lesquels, déjà nous ici, le 14 février, avec nos collègues et nos alliés de l'Alliance des forces congolaises, et je salue le président qui est ici, nous allons déjà travailler sur la mise sur pied d'un cadre de concertation et d'action pour mener ce combat ensemble. Parce que ce combat n'est pas un combat d'un individu, n'est pas un combat d'une seule organisation, d'une seule plateforme, c'est un combat d'ensemble. En tout cas, au nom de Dynamique Congo, je vous remercie et j'espère que vous participerez à ce combat. Voilà, messieurs les journalistes, chers invités, vous avez entendu la pensée de Dynamique Congo, vous avez entendu nos exigences. La pensée était plus ou moins longue, mais je pense que ça vous donne d'autant plus de matière. Donc, c'est à vous. Nous avons exactement 25 minutes pour répondre à toutes les questions qui seront prioritairement adressées au président, Vital Baroléré, et à sa charge de distribuer les réponses s'il y a lieu. C'est à vous. J'ai deux questions à poser. La première, M. Baroléré, vous avez dit que le départ de Joseph Kabila devient une urgence avant 2016. De l'autre côté, vous dites que vous exigez un dialogue national. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? C'est la première question. Deuxième question, la Constitution qui régit le pays actuellement dit, je ne sais plus le numéro de l'article, que l'élection présidentielle doit avoir lieu 90 jours avant la fin du mandat de président en exercice, c'est-à-dire probablement mi-septembre 2016. Quand vous parlez de gouvernement de transition, cela veut dire qu'on va au-delà de 2016, c'est ça? Voilà la question. Monsieur Vital. Oui, assez rapidement. Pour nous, il n'y a pas une incohérence de considérer qu'il y a urgence. Et c'est au-delà de la considération, c'est une conviction que Joseph Kabila doit partir plus tôt, avant la fin de son mandat. C'est pour ça que j'ai donné cette référence à Richard Nixon, qui était président des États-Unis, et dont une partie de la population avait estimé qu'il devrait partir, qu'il devait démissionner, qu'on devait le faire partir par des dispositions constitutionnelles, qui étaient la motion de censure, l'impeachment chez les Américains. Mais en même temps, il restait président de la République, parce qu'il est président de fait, si on peut dire comme ça, et il faut continuer à fonctionner avec lui en dépit de nos sentiments. Donc il y a là nos sentiments personnels et nos sentiments collectifs qui sont du rejet de ces types, mais en même temps nous sommes des pragmatiques, nous sommes des hommes d'État et des femmes d'État. Nous devons continuer à regarder les choses telles qu'elles se présentent et les forcer par d'autres voies. En termes militaires, c'est dit dans la stratégie de dialoguer tout en continuant à faire la guerre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La deuxième, 90 jours avant la fin du mandat, c'est vrai, on doit convoquer les élections, mais bon, nous ne sommes pas encore à 90 jours. Nous avons encore une année au moins devant nous, donc il faut capitaliser cette année 2015 et le début de l'année 2016 pour que tout s'efface dans le délai constitutionnel. Mais nous ne pouvons pas laisser notre avenir dans les mains de ceux qu'on voit qui ont massacré notre peuple, des responsables et des criminels. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut casser rapidement. Nous convoquons avec les autres organisations
ce dialogue national qui permet, alors à ce moment-là, à de nouveaux acteurs d'entrer dans la gestion à la fin de l'organisation des élections et de l'après le système. Donc il n'y a pas non plus là une incompatibilité, il n'y a pas une contradiction, il y a une exigence d'un pragmatisme. Oui, monsieur Pat. Oui, mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous présenter à chaque fois que vous avez la parole, au moins les premières fois, au moins l'assistance sait vous identifier. Tout à fait. C'est Pat de Radio Erlio. Il y a des mots que l'on entend de votre bouche que l'on n'entendait pas avant. Des mots comme criminel, assassin. Votre dynamique a toujours, c'est toujours considéré comme une dynamique responsable, pragmatique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué pour que vous parliez de plus en plus comme tout le monde, hein, tous ceux qui s'opposent vraiment à ce gouvernement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment qui vous a blessé, vous personnellement, ou la dynamique tout entière, ou il y a autre chose que nous ne voyons pas directement? Une autre question, dans votre dynamique, il y a des partis politiques, il y a des organisations de société, mais dans la liste des organisations qui font partie de la dynamique, le tout dernier, c'est un parti politique qui avait présenté un candidat aux dernières élections, qui voulait présenter un candidat, mais que cette candidature a été retirée au profit d'un autre parti d'opposition. Lorsqu'on vous écoute, vous êtes très très dur vis-à-vis des partis d'opposition qui participent au système kabiliste. Que sera, comment dirais-je, votre attitude lors des prochaines élections? Allez-vous, ou plutôt certains partis de la dynamique, vont-ils présenter une candidature ou tout simplement vont-ils faire comme ils ont fait la fois passée, c'est-à-dire ne pas prendre leur, comment je peux dire ça, leur responsabilité pour présenter un candidat ou c'est la dynamique qui risque de vous empêcher de le faire? Voilà les deux questions. Merci. Oui, merci Pat. Concernant le mot criminel ou crime, vous demandez qu'est-ce qui a évolué dans nos concepts traditionnels. Et qu'est-ce qui nous a blessés? C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé chez nous le 19 au 21. Vous imaginez l'assassinat de ces gens? Est-ce que ça c'est acceptable? C'est un crime. C'est un crime. Et nous avons souligné que c'est un crime contre l'humanité. Nous avons demandé justice pour ça. Et nous travaillerons pour qu'il y ait justice. Je pense qu'il y a un devoir d'indignation. Et tout humain devrait l'avoir, au-delà de conceptions politiques, même au-delà des engagements politiques. Et ce sentiment, ce n'est pas seulement mon sentiment, c'est le sentiment de toutes les femmes et de tous les hommes qui font partie des dynamiques communes. Et au-delà, je sais que c'est votre sentiment, sinon vous ne serez pas là. Donc il faut appeler le chat par son nom. C'est un crime, ce sont des criminels. Et il faudra que les lois, la justice, précise ou nous départage. Mais pour le moment, nous sommes blessés dans le plus profond de nous-mêmes. Et on dit, ces criminels doivent être traînés pour la justice. Donc, vous comprenez que nous ne galvaudons pas les mots. On pèse souvent les concepts que nous utilisons, les mots et nos discours. Mais quand il faut réagir, parce qu'on est blessé dans ce sens de responsabilité, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on aurait utilisé? Ils ont caressé nos enfants ou quoi? Ouais, c'est ça le concept. Ça reviendrait à aller regarder un match de football, même si c'est notre équipe nationale, au lieu de s'occuper des malades. Alors, deuxième chose, par rapport à la dureté que nous pouvons manifester vis-à-vis des partis politiques, nous, c'est plutôt à Dynamique Congo, qui estime qu'il y a aujourd'hui une obligeance d'union nationale. Nous devons être unis, nous devons être ensemble
pour non seulement changer la donne au pays, pousser ce qui ne gère pas bien vers l'extérieur et apporter un réel changement, un vrai changement. Mais cette exigence, cette union ne doit pas non plus, comment on peut dire ça, éroder toutes nos valeurs, toutes nos convictions les plus profondes. Parce que dans l'opposition, ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on est un âge non plus à 100% et tout le temps. Même nous qui sommes ici, nous pouvons être reprochables de quelque chose. Et c'est de votre rôle de nous dire, en cela, vous n'êtes pas correct. C'est ça que nous supposons être la démocratie. Et donc, si nous sommes durs avec le régime Kabila, si nous avons été durs avec le régime Mobutu, nous devons avoir cette même honnêteté intellectuelle d'être durs envers ceux qui se prétendent diriger le pays demain. Même si ce sont nos amis, même si ce sont nos frères, même si ce sont nos alliés d'aujourd'hui, même si ce sont nos alliés de demain. Parce que c'est sur des bases saines que nous voulons construire le Congo de demain. Et donc, le meilleur ami, c'est celui qui peut donner aussi conseil à son collègue et lui dire, là vous allez faire. Et il est très facile souvent dans l'opposition de regarder la paille dans l'œil de l'autre et pas regarder la poutre qui est dans la nôtre. Donc il y a ce devoir d'autocritique que nous devons préserver d'ailleurs. Et un jour, une fois que nous serons au pouvoir, parce que nous avons cette ambition, bien évidemment, de diriger le pays et de diriger bien. Il ne faut pas oublier de vous rappeler. Vous avez dit ceci, c'est un terme d'autocritique. Autocritiquez-vous. Est-ce que cela ne va pas poser problème en termes d'alliance potentielle aux élections? D'abord, nous ne sommes pas aux élections présidentielles ou aux autres. Il faut laisser le temps faire son temps. Les gens peuvent se changer d'ici là et évoluer. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas parce que mon cher ami Pat, vous me critiquez, vous me rappelez à l'ordre, à un conseil, que je deviens votre ennemi. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous devenez encore davantage. Ouais. Donc, nous dirons aussi aux partis d'opposition, si nous voulons construire le Congo de demain, c'est à partir d'aujourd'hui. Oublions les privilèges que vous faites sur le pays. Travaillons autrement. Voilà. Une autre question? Je signale que chacun est libre d'en poser. Oui, madame. Vous avez levé la main? Oui. Oui. Il y avait d'autres personnes aussi. Oui, mais je pense qu'on a le temps. Tout le monde pourra poser sa question. Merci. Je vais simplement demander au président alors de raccourcir un peu les réponses. Ça va être très court la question. En fait, je suis Madame Boto, je représente différentes organisations internationales, donc certaines défendent des droits de l'homme. Je sais comment la République démocratique du Congo, la justice est difficile à faire et comment la plateforme internationale se veut lente. Et d'un autre côté, je voudrais aborder un autre sujet. Quelle est votre vision à vous de tout ce qui est traité de libre-échange par rapport à la République démocratique du Congo pour le pouvoir à venir? Quand je parle de traité de libre-échange, je parle évidemment d'agrobusiness. Ma seule question. Je vais reprendre, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Vous disiez, en fait, votre question, c'était par rapport au traité de libre-échange. Donc les zones de libre-échange et les traités de libre-échange, quelle est votre vision dans le futur en République démocratique du Congo? D'accord, merci beaucoup madame, merci pour votre présence. Assez rapidement, c'est une question que nous pourrions aborder à une autre conférence de presse parce qu'elle est quand même très fondamentale. C'est une question qui nous ramène aux relations d'État à État, aux relations interétatiques et à la question de l'économie internationale et des échanges. En résumé, moi je pourrais dire au nom de Dynamique Congo, d'abord il faut faire le constat que pendant ces 50 dernières années des indépendances des pays comme des pays africains dont le Congo, nous avons beaucoup souffert nos pays de l'échange illégal, de l'échange illégal en termes de
commerce international, du commerce avec nos anciennes métropoles, mais aussi avec des pays un peu plus outillés que nous, qu'on dit des pays développés. Et donc il y a à ce niveau-là une responsabilité pour les dirigeants de nos pays. Et Dynamique Congo est très consciente sur ces dimensions, de savoir et de travailler pour défendre les intérêts du pays. Et dans les traités qui sont signés aujourd'hui, le traité qui est beaucoup attaqué ici par les organisations de la société civile, il y a cette persistance de l'échange illégal, du concept et du principe d'échange illégal. Donc tout cela doit se discuter. Et l'État est fait pour discuter, pour négocier, pour parler avec les partenaires, pour se développer de l'intérieur, pour peser dans le rapport de force. C'est tout le travail qu'au niveau de Dynamique Congo, on doit faire pour notre pays, pour que le pays devienne un pays suffisamment costaud pour pouvoir défendre au mieux ses intérêts. En termes plus concrets, un pays comme la Chine, qui avant 50, 49, c'est un pays similaire au Congo en termes d'efficacité, etc. Aujourd'hui, parce que les Chinois, les dirigeants chinois ont travaillé pour que ces pays